Bonne et heureuse année 2013 à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Au Mali, le passage à 2013 s'est passé dans un contexte particulier avec l'occupation des régions du Nord, le grand nombre de populations déplacées et la crise économique. Si 2012 a été une année sombre pour les Maliens, 2013 est une d'espoir, d'unité nationale et surtout de reconquête des valeurs. Garibou Pérou a fait un tour en ville où il a recueilli les propos de quelques Maliens. Le Mali dit au revoir à 2012, une année relativement triste. Depuis maintenant plusieurs mois, notre pays vit dans un contexte particulièrement difficile. Difficultés liées à la grave crise sécuritaire et institutionnelle. Cette situation a plongé les Maliens dans une véritable incertitude. Ce qui me marque, comme l'ensemble des Maliens, d'abord, c'est la souffrance des populations vivant au nord de notre pays. Moi, je veux la paix, que tout devienne comme avant. Les événements du 22 mars au Mali, suivis de la crise de nos trois régions, à savoir Kidal, Tombouctou et Gao. Ce sont les événements qui m'ont beaucoup marqué pour l'année 2012. Une bonne partie des populations des zones occupées ont trouvé refuge au sud et dans les pays voisins. Le secteur de l'économie est paralysé. Les Maliens continuent de multiplier les actions de solidarité. L'année 2012 a été une année particulièrement difficile, surtout pour nous qui occupons le secteur du social, compte tenu de la grande sollicitation que nous avons connue. Mais il faut prendre cette situation avec philosophie. L'année 2012 a été vraiment une année difficile pour tous les Maliens, avec les événements du 22 mars. Nous assistons actuellement à une situation de tristesse. Si nous voyons la partition de ce pays et voir effectivement la perte de certains de nos soldats et encore voir dans quelle pression nous nous trouvons sur l'échiquier international. Pour ce nouvel an, les Maliens n'aspirent qu'à la paix et à la concorde. Tous prient pour un Mali uni et solidaire. Nos vœux, c'est que le Mali soit réunifié. Ça, c'est le premier vœu. Deuxièmement, il faut également que des élections puissent se tenir normalement. Je souhaite à tout le monde une très bonne et heureuse année, de prospérité, surtout de paix pour le Mali, car on en a vraiment besoin maintenant. Les vœux que je formule sont d'abord ceux des Mali unis, dans leur liberté de culte, dans leur liberté d'action sociale et dans leur liberté d'action économique. Les Maliens nourrissent beaucoup d'espoir pour 2013, une année qui exige l'unité autour de la patrie pour relever les défis du moment. Le passage à 2013 a été célébré dans l'amorosité en première région, comme à Bamako. On notait moins de clients dans les boîtes de nuit, hôtels et restaurants. Mahamadi Alioubari a fait un tour dans la ville de Kaï. La population kaïsienne a accueilli le nouvel an 2013 dans une ambiance presque morose, vu la situation que connaît notre pays. Dans la capitale des rails, les citoyens ont fêté de différentes manières. L'habitude que nous avons, cette année, nous avons voulu rompre avec ça. C'est pour montrer que nous sommes encore de cœur avec nos compatriotes, camarades vivant sous l'occupation au nord. Cette année, c'est différent des autres années. Donc, le Mali, notre patrie, est sérieusement blessé dans son orgueil. Donc, compte tenu de la situation, on a jugé nécessaire de rester en famille avec des amis, donc célébrer le nouvel an, quoi. À la résidence du gouverneur, les chefs de service et le gouverneur, le colonel Salif Traoré, se sont retrouvés autour d'un dîner gala. Les notes musicales de l'orchestre régional à 0h, une minute de silence a été observée en la mémoire des victimes de la crise du Nord. Dans les hôtels, les clients trouvent que le prix des menus est abordable. Le menu il est impeccable, c'est un bon coin.
On a été très bien accueillis, tout se passe très bien, avec la bonne musique surtout. Actuellement, les temps sont durs. Je pense que l'année dernière, c'était mieux que cette année parce que la conjoncture économique n'est pas très bonne. Mais par contre, les gens sont toujours motivés, ils ont toujours la même volonté de vouloir faire la fête, mais les moyens manquent un petit peu. La direction régionale de la police avait déployé ces éléments dans les principaux carrefours de la ville pour sécuriser la circulation afin qu'il y ait moins d'accidents. Pour le nouvel an, je trouve que la circulation est dense. Elle n'est pas comme d'habitude. Elle est un peu plus accentuée par rapport aux autres jours. Bref, partout où notre équipe de reportage est passée, la population de la cité des Rails s'est dit de cœur avec les populations du Nord. Les intervenants ont tous souhaité que 2013 soit une année de paix et d'unité, mais aussi de reconquête de nos régions nord occupées par les bandits armés. Voilà, c'est l'espoir de tous les Maliens. Et en Côte d'Ivoire, l'année a commencé par un drame et de larmes. Une soixantaine de personnes ont été tuées lors d'une bousculade survenue lundi soir près du grand stade d'Abidjan à l'issue d'un feu d'artifice de fin d'année. Un deuil national de 3 jours a été décrété par le président ivoirien. L'émotion est encore très vive aux abords du stade Félix Houphouët-Boigny. Les traces de la bousculade mortelle qui s'est produite quelques heures plus tôt sont visibles partout. Aux alentours d'1h du matin, le feu d'artifice des fêtes du Nouvel An a viré au drame. Les images diffusées par la télévision ivoirienne montrent des scènes de panique. Le bilan provisoire est dramatique. Plus de 60 personnes sont mortes piétinées ou étouffées, parmi lesquelles de nombreux enfants. On compte également des dizaines de blessés. Il y a des personnes blessées qui sont parties d'elles-mêmes. Il y a des personnes blessées qui ont refusé de se faire évacuer. On n'est pas sur le lieu du feu d'artifice. On est bien en retrait. Donc en fait, c'est dans le retrait des populations. En fait, je pense qu'il n'y a pas eu de discipline dans leur retrait et la bousculade a créé un effet d'avalanche. Pour l'instant, le flux continu de visiteurs semble être à l'origine du drame. Mais les questions autour de la sécurité se posent inévitablement. Le gouverneur d'Abidjan estime que toutes les dispositions avaient été prises. On a commencé le feu d'artifice à minuit 30, à minuit 25, minuit 30. On a fini à 1h moins le quart. Tout le monde est rentré parce que le dispositif sécuritaire qui a été mis en place par la police a fonctionné. Il n'y avait plus personne sur les lieux de feu d'artifice. La sécurité était au cœur des préoccupations des autorités. Mais le danger devait surtout venir de l'extérieur de la capitale, selon le ministre délégué de la Défense, Paul Kofi Kofi, qui s'exprimait quelques heures avant le drame. Au milieu de la ville, il y avait déjà un début de mise en place des feux d'artifice, dont nous ne sommes pas restés longtemps en ville. Nous sommes venus à la périphérie, parce que pendant que les gens s'amusent en ville, au centre-ville, regardent les feux d'artifice, il faut être vigilant sur les entrées et sorties. C'est la deuxième année que la ville d'Abidjan offre des feux d'artifice pour le passage du Nouvel An et marquait ainsi le renouveau de la Côte d'Ivoire. L'année dernière, les festivités s'étaient déroulées sans incident marquant. Voyons à présent le passage à 2013 dans quelques grandes villes du monde qui ont lancé les plus beaux feux d'artifice. Et je vous rappelle qu'en raison des différents fuseaux horaires, le passage à la nouvelle année s'est d'abord fait en Nouvelle-Zélande, puis en Australie. La Nouvelle-Zélande est l'un des premiers pays à basculer en 2013 et c'est le Sky Tower d'Auckland qui illumine la ville pour accueillir la nouvelle année, du déjà vu. Plus inédit en revanche, ces images de Birmanie. Fini les années d'isolement, Rangoon se démocratise et ça se voit. Ici, pas de démocratie encore, mais un message de paix du jeune dirigeant Kim Jong-un. C'est nouveau en Corée du Nord et ça donne de l'espoir. Toujours en Asie, Shanghai, la grande métropole chinoise, mise sur les nouvelles technologies. Spectacle grandiose avec ce film en 3D projeté sur la façade d'un bâtiment historique. Le compte à rebours Made in USA, c'est bien sûr sur Times Square à New York. Des amoureux parmi 1 million de personnes pour célébrer la nouvelle année.
2013 en couple et en famille pour la Russie avec un rendez-vous traditionnel sur la place rouge à Moscou. Record de spectateurs au Brésil, plus de 2 millions de personnes à Rio de Janeiro pour un feu d'artifice visible depuis la plage de Copacabana. Explosion de couleurs sur la plus haute tour du monde. Dubaï veut s'imposer dans le show international. Et enfin, la Tour Eiffel à Paris. Sobre et sans artifice, elle attire à elle seule les visiteurs du monde entier. Voilà, sur ce, nous achevons donc cette page dédiée à 2013. La lutte contre le virus du sida enregistre des résultats encourageants en Afrique du Sud. Le test, le suivi, les antirétroviraux sont gratuits dans le pays. C'est un robot ultra-moderne qui permet de préparer les ordonnances. Un symbole des progrès de la lutte contre le sida en Afrique du Sud. Fini le temps où l'ex-président Thabo Mbeki niait l'existence même de l'épidémie. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud dispose du plus grand programme de distribution d'antirétroviraux au monde. 1 900 000 personnes sont sous traitement. Et ce, grâce à une vaste campagne de dépistage lancée il y a 2 ans. On a pris conscience qu'il fallait faire plus par rapport à tous ceux qui ne connaissaient pas leur statut. Sa séropositivité, Shakiwo Obo l'a apprise il y a 4 ans. Venu pour une autre maladie, on lui a conseillé de se faire dépister. La première réaction, c'est le choc, la peur de la mort. Même si vous n'êtes pas en train de mourir sur le moment, mais c'est toujours là. Donc c'est un choc, une peur. Et puis on en apprend plus sur la maladie, on vous dirige vers des sessions de conseils, on apprend à gérer la maladie. Le test, le suivi, les antirétroviraux sont gratuits. Mais malgré tous ces progrès, les défis sont encore nombreux. La stigmatisation, c'est ce qui fait que les traitements sont parfois tardifs. D'abord, les gens ne veulent pas faire le test, et quand ils l'ont fait, ils veulent simplement que la maladie s'en aille toute seule, plutôt que de prendre les mesures nécessaires. La réussite sud-africaine tient en un chiffre. L'espérance de vie, qui était tombée à 54 ans, est remontée à 60 ans en l'espace de quelques années. Les rebelles centrafricains du Seleka annoncent aujourd'hui la suspension de leur offensive en direction de la capitale et l'envoi d'une délégation pour parler organisée à Libreville au Gabon. Mais avant cette décision des rebelles, les États d'Afrique centrale ont commencé à envoyer des renforts pour protéger la capitale centrafricaine menacée par les rebelles qui contrôlent déjà une large partie du pays et réclament le départ du président François Bozizé. Base aérienne de Libreville ce mardi, ces 120 soldats gabonais se préparent au décollage. Destination Bangui en Centrafrique pour rejoindre les troupes de la FOMAC, la force multinationale d'Afrique centrale. Ces soldats ont une mission qui est claire, c'est initialement une mission de maintien de la paix, mandat qui va donc être élargi à une simple interposition. Il ne s'agit pas donc de rentrer en guerre contre d'ailleurs une rébellion qui n'a pas d'entité juridique. Lundi soir, c'est un contingent congolais qui est arrivé à Bangui. 120 militaires venus de Brazzaville, là aussi pour prêter main forte aux 400 soldats de la force régionale déjà présents en Centrafrique. Ces combattants congolais et gabonais vont se déployer à Damara, une localité à mi-chemin entre Sibut, la dernière ville conquise par la rébellion samedi, et Bangui, la capitale. Objectif s'interposer entre rebelles et forces gouvernementales. Si les forces rebelles font usage de la force, mais les forces tampons seront bien obligées de faire recours à la force pour se défendre et empêcher les rebelles justement de traverser cette ligne tampon et à venir sur Bangui. Tout faire pour éviter la chute de Bangui, c'est la mission délicate de la force régionale. Car la rébellion Seleka contrôle la majorité du pays et lundi, son porte-parole affirmait que la chute de Damara était le prochain objectif. Damara considéré comme le dernier verrou stratégique sur la route de Bangui. Aux États-Unis, les élus de la Chambre des représentants ont approuvé hier l'accord adopté quelques heures plus tôt
par le Sénat et qui évite au pays le mur budgétaire. Bien que la Chambre soit dominée par le camp républicain, les votes des élus démocrates ont été nécessaires pour que le compromis entre la Maison-Blanche et le Congrès soit approuvé. Bonne année, je suis vraiment content de ce vote. Une lueur d'espoir dans l'épineux dossier du mur budgétaire aux États-Unis. Dans la nuit de lundi à mardi, la Maison-Blanche et ses adversaires républicains sont parvenus à un compromis pour éviter la cure d'austérité forcée qui devait s'abattre sur le pays au 1er janvier. Le Sénat a entériné l'accord à 2 heures du matin. Comme je l'ai déjà dit, cet accord ne doit pas être un modèle à suivre, mais je pense que nous avons fait quelque chose de bon pour le pays. Reste un obstacle de taille, le vote à la Chambre des représentants, majoritairement républicaine. Les adversaires de Barack Obama risquent d'être radicalement opposés aux 2 points de l'accord, un sursis de 2 mois pour les coupes budgétaires et une hausse des impôts uniquement pour les Américains les plus aisés. Le président Barack Obama a appelé de ses vœux une issue rapide. Il semblerait qu'un accord ait été trouvé pour empêcher le mur budgétaire. Il reste cependant des problèmes à résoudre, mais nous espérons que le Congrès fera le nécessaire. Si le compromis n'est qu'un remède provisoire face à l'immense défi budgétaire qui attend les États-Unis, il permet d'éviter le pire. Mercredi, sans accord au Congrès, les impôts augmenteront automatiquement, en moyenne $2000 par foyer et par an. Retour à l'actualité nationale, en 5e région, ONU Femmes et pour l'égalité des sexes sous l'autonomisation des femmes. Dans le cercle de Koro, elle sensibilise les populations sur l'ampleur des violences faites aux femmes et aux filles. Le compte rendu depuis ORT Mopti de Yacouba Maïga. Les entraves à l'exercice de la pleine citoyenneté des femmes sont aggravées par des violences dont elles sont victimes dans le foyer, dans la rue, à l'école, sur les lieux de travail. Ces violences qui sont d'ordre physique, psychologique, sexuel et institutionnel causent de graves préjudices à leur bien-être. C'est dans le but de prévenir et d'éradiquer le phénomène que l'ONU Femmes et la mairie de la commune rurale de Dougoutene 1 dans le cercle de Koro ont initié ce concours interscolaire qui a mis en compétition les 3 seconds cycles de la commune. Nous osons espérer que cette campagne d'information et de sensibilisation, au-delà de son caractère festif, va amener beaucoup de personnes à changer leur comportement et à s'engager dans la préservation du bien-être des femmes. Pendant plus de 4 heures de spectacle, les troupes de Toroli 2e cycle, Gantourou 2e cycle et Tagari 2e cycle ont rivalisé d'ardeur sur des thèmes qui traitent des types de violences faites aux femmes et aux filles et la nécessité de lutter contre ces violences. À l'arrivée, c'est la troupe de Tagari 2e cycle qui s'est classée première, suivie de Gantourou 2e cycle et Toroli 2e cycle. Face à la gravité de la situation, il est important d'agir afin de mobiliser l'opinion publique, mais également de mieux sensibiliser les populations. Ce concours de théâtre interscolaire rentre dans le cadre des activités de sensibilisation et de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles du programme d'appui à la mise en œuvre du volet genre dans le PDSEC de la commune rurale de Dougoutene 1, financé par ONU Femmes. Voilà, c'est tout pour cette édition. Je vous retrouve demain à 10h, mais avant, ce soir 18h-20h seront présentés par Nyanya Alou Traoré. Merci d'avoir été des nôtres et merci de rester de cœur rédaction avec nos parents des régions sous occupation. À demain 10h, s'il plaît à Dieu.